pour curieux. Je suis Sandra, professeure de français langue étrangère. Et ici, je vous parlerai des aspects intéressants, divertissants ou même étranges des cultures françaises et francophones. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Français pour curieux, dans lequel nous continuons notre exploration, notre découverte du château de Versailles. Aujourd'hui, je vous propose un panorama historique couvrant plusieurs siècles, puisqu'il va de Louis XV jusqu'au XXe siècle. Comme d'habitude, un peu de vocabulaire utile, afin de mieux comprendre l'épisode que vous allez écouter. Une rumeur, c'est une information incertaine, qui circule sans preuve. Orner, c'est décorer ou embellir quelque chose. L'humiliation, c'est un sentiment de honte ou de perte de dignité. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Commençons par Louis XV. En 1722, à l'âge de 12 ans, Louis XV et la cour retournent s'installer à Versailles, dans les appartements de Louis XIV, après avoir passé 7 ans à Vincennes, puis aux Tuileries. Ce retour symboliserait la prise de possession de l'héritage laissé par son aïeul. La légende raconte qu'à son arrivée à Versailles, le jeune roi, émerveillé par les peintures de la voûte de la Galerie des Glaces, se serait allongé sur le parquet pour les contempler, un geste que les courtisans auraient aussitôt imité. Louis XV mène à bien plusieurs projets importants, dont l'achèvement du grand appartement avec l'aménagement du salon d'Hercule, la création du bassin de Neptune et l'ajout de l'Opéra Royal au château. Héritant d'une passion familiale mais aussi personnelle pour l'architecture, Louis XV fait alors adapter le château à ses goûts. Ses appartements sont complètement repensés. Le premier étage devient l'appartement intérieur du roi, réservé aux cérémonies, tandis que le deuxième étage accueille ses petits appartements et cabinets privés. Cette même année, il fait aménager un cabinet de tour dans une mansarde donnant sur la cour de marbre. Le premier commissaire de police, Pierre Narbonne, recense environ 4000 personnes logées dans l'enceinte du château, 2700 dans les dépendances, sans compter les hommes de la garde royale. En 1723, un cabinet de bain est ajouté, et les façades d'une des cours intérieures ont été ornées de têtes de cerf, d'où le nom de cour des cerfs, un témoignage du goût de Louis XV pour la chasse. La décoration du salon d'Hercule est entreprise sous la supervision de Robert de Cotte, conformément au projet élaboré sous Louis XIV. Ce salon vient compléter le grand appartement décoré par Lebrun, qui perpétue l'esprit de grandeur du siècle précédent. En 1729, les travaux de renouvellement du décor de la chambre de la reine débutent, avec des dessins fournis par Robert de Cotte et achevés par les Gabriel, père et fils, en 1735. Cette même année, les travaux du salon d'Hercule reprennent pour s'achever dans un éclat à la hauteur des ambitions royales. Sous le règne de Louis XVI, la cour de Versailles continue de fonctionner, bien que des restrictions financières aient été imposées à la maison du roi. L'entretien du château s'avère onéreux, coûteux. L'absence de commodités, telles que les salles de bain ou le chauffage dans les appartements, souligne l'urgence d'une rénovation majeure des lieux,
Mais le manque de fonds retarde ce projet jusqu'à la Révolution française. Marie-Antoinette entraîne des dépenses considérables pour l'aménagement du Petit Trianon, ce qui participe à son impopularité. Versailles voit l'apogée de la France des Bourbons, mais aussi sa chute. C'est à Versailles que se tiennent les États généraux de 1789. Le 5 octobre 1789, malgré une pluie battante, des femmes mènent le peuple de Paris vers Versailles, où il se trouve face aux grilles du château. Une fusillade éclate. Le peuple pénètre dans le château et ramène la famille royale à Paris. Le château, abandonné après leur départ, ne retrouvera jamais son ancien éclat. Avant de partir, le roi s'adresse au gouverneur du château en disant « Tâchez de sauver mon Versailles ». La famille royale emporte avec elle le mobilier, les pendules, le linge et tout le nécessaire. L'intendance en profite pour effectuer de grands nettoyages et des restaurations. Le gouverneur ordonne néanmoins de fermer les contrevents et le château s'enfonce dans l'obscurité. La surveillance des lieux est confiée à la garde nationale de Versailles pour prévenir les dégradations. Le 10 juin 1793, la Convention, suite à la chute de la monarchie, met en vente aux enchères le mobilier du château. Cette vente, qui s'étale de 1793 à 1796, comprend plus de 17 000 lots. Les pièces les plus précieuses sont envoyées en Angleterre, achetées par les représentants du roi George III pour meubler ou décorer le palais de Buckingham et le palais de Windsor. Charles-François Delacroix, père du peintre Eugène Delacroix, suggère en 1793 qu'il faudrait démolir le château. La Convention envisage même de raser le château. Les sans-culottes arrachent les fleurs des jardins pour y planter des pommes de terre et des oignons, tandis que le Petit Trianon devient un lieu de restauration et des clubs révolutionnaires s'installent dans l'Opéra et la Chapelle royale. Cependant, le château n'est pas complètement fermé au public. En août 1793, 13 citoyens et 8 gardes-bosquets possèdent les clés du château et étaient autorisés à y faire entrer un groupe de visiteurs pour leur faire découvrir les salles et le parc en échange d'une rémunération. Quelques dizaines d'années plus tard, en 1833, Louis-Philippe Ier prend la décision de transformer Versailles en un musée de l'histoire de France, afin de le sauver de la dégradation. Ce musée mettrait en valeur les conquêtes militaires de l'Ancien Régime, de la Révolution, de l'Empire et même de la Restauration. Très attaché à ce projet, qui vise à promouvoir la réconciliation nationale entre la monarchie et la République, le roi veille attentivement à la réalisation des travaux et à la commande des tableaux. Sous Napoléon III, le château de Versailles connaît une rénovation importante. Bien que la cour impériale ne réside pas régulièrement à Versailles, l'empereur souhaite restaurer et embellir le domaine, notamment le Grand Trianon, qu'il souhaite transformer en un lieu de détente et de retraite pour lui-même. Il y organise régulièrement des réceptions et des événements prestigieux, tout en poursuivant les travaux de modernisation du palais, dans une volonté de glorifier l'Empire et de souligner la continuité avec la grandeur passée. Plus tard, lorsque la guerre franco-prussienne met fin au Second Empire, le château de Versailles est marqué par l'événement historique majeur
de la proclamation de l'Empire allemand, qui a lieu le 18 janvier 1871 dans la Galerie des Glaces. Ce moment symbolise la défaite de la France et la naissance du nouvel empire allemand sous Guillaume Ier. La salle, qui était autrefois un symbole de la gloire de la monarchie française, devient ainsi un lieu d'humiliation nationale pour la France. Lors de l'occupation allemande pendant la Seconde Guerre mondiale, Versailles, bien que n'étant pas le centre de l'administration, reste un symbole de la France occupée. Les nazis utilisent certains espaces du château pour des événements officiels. La Galerie des Glaces devient une scène de propagande et de spectacle de l'occupant. Beaucoup plus tard, le 28 avril 1995, le gouvernement a établi par décret l'établissement public du musée et du domaine national de Versailles, qui regroupe sous une même entité le musée national du château de Versailles et le domaine national. Depuis 2001, le château fait également partie du réseau des résidences royales européennes et en 2010, un autre décret modifie le nom de l'établissement public, qui devient établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles. Et voilà, nous arrivons au terme de l'épisode d'aujourd'hui. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que vous avez aimé ce que vous avez entendu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un message sur votre plateforme d'écoute préférée et à partager l'épisode autour de vous. On se retrouve la semaine prochaine pour la fin de notre panorama sur le château de Versailles.